Caterina Mellissinou, qui est donc membre du cercle, qui est enseignante à Panteion à l'université d'Athènes. Donc elle, en fait, c'est une vraie anthropologue. Souvent des gros anthropologues, surtout dans le champ analytique, il y a souvent des gros anthropologues qui ramènent leurs idées qui sont assez... Enfin bref, c'est un cas, mais qui n'est pas encore passé, parce que vous savez que moi j'aime bien faire valoir le passage d'un discours à l'autre, en particulier, puisque bon, le discours des sciences sociales au discours psychanalytique, ça va ensemble, et donc Caterina avait l'idée de se rapporter quelque peu aux travaux, peut-être, je ne sais pas, que dans son introduction que j'ai développée avec Assoun aussi, mais c'est pas l'essentiel au fond, l'essentiel étant de voir comment elle, comme praticienne de terrain, c'est-à-dire au fond clinicienne, on peut dire quelque chose sur son objet de recherche en ne plaquant pas la psychanalyse, enfin j'imagine, on va voir, comme opérateur qui aurait vocation à épuiser la construction d'objets, mais en sachant tout, parce que moi, mon axiome, c'est de dire que oui, évidemment, le social relève de la psychanalyse, parce que la psychanalyse est une science sociale. Je me rappelle toujours Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, donc tout le travail de Freud sur le social, ou ce qu'il appelait la psychologie collective, c'était pas un très bon terme, mais enfin c'est le sien, psychologie des masses, c'est Camus. Donc Freud a vraiment développé un travail, tout novateur sur la question du lien social, et en particulier par rapport à une sorte de sociologie, on va dire, française en particulier, internationale, en replaçant aussi moins l'argent que l'amour. Bon, c'est l'idée de Freud, la libido. Alors Lacan, lui, ce que j'ai fait valoir moi dans toute mon archéologie, disons, de la pensée de Lacan, c'est comment Lacan a repris. Évidemment, lui, il a rencontré Lévi-Strauss, ce qui n'était pas le cas de Freud pour des raisons évidentes. Donc Lacan a installé vraiment une théorie, une archéologie, une anthropologie lacanienne que je me suis acharné à déchiffrer dans ces versants heureux et d'autres qui sont moins. Bon, mais enfin, je vais vous passer c'est déjà écrit, réécrit, etc. Donc, on va peut-être tout de suite passer la parole à Katrina, qu'elle nous explique assez rapidement. Elle nous explique ce qu'il en est de sa recherche et en quoi la psychanalyse, au fond, peut contribuer à rendre compte des pratiques sociales. Oui. Ça, merci, voilà. Merci. Merci parce que c'est pour cette soirée-là que je me suis mise à travailler sérieusement. Et j'ai repris des choses, etc. Et j'ai vu... c'était une belle période de travail. Et pour moi, en anthropologue, d'abord, j'ai été une linguiste structuraliste, c'est-à-dire en commençant par les études de langue, par les études littéraires en Grèce. Donc, j'ai rencontré la linguistique des sociaux, donc le structuralisme. En passant vers l'anthropologie, j'étais bien sûr attirée par Lévi-Strauss. Et puis, j'étais attirée avec Lévi-Strauss à la cuisine, aux pratiques culinaires. Et voilà. Donc, mais pour ce soir, je vais commencer. Et il faut que vous soyez patient pour 30 minutes. Vous pouvez tenir 30 minutes? Oui, bon.
Non, vas-y. Alors donc, en ce qui est du lien entre l'anthropologie et la psychanalyse, ça date depuis 1913 avec Totem et Tabou. Alors la découverte freudienne qui mobilise d'emblée l'inconscient dans les rapports à la culture. Du point de vue du lien social, la mort, selon Freud, est fondatrice. De l'autre côté, Arnold van Gennep avait déjà introduit en 1909 la théorie des rites de passage, dispositif rituel qui organise une séparation nécessaire en la rendant socialement et symboliquement supportable. Le rite de passage est un opérateur symbolique et corporel qui permet au sujet de se séparer d'une position identificatoire antérieure sans que cette séparation prenne la forme d'une perte traumatique. Dans le contexte étudié ici, il semble que l'on se trouve devant une modalité rare pour la plupart des sociétés, modalité que les sociétés ixori matrilocales ou matrilinéaires, je peux dire donc ixori matrilocale, c'est la pratique de mariage, oui, du mariage du couple chez l'épouse et ou chez la mère de l'épouse. Donc la maison natale revient aux femmes, toujours, en commençant par la fille aînée, etc. Et donc, ce sont les garçons dans ces sociétés-là qui sont objets de passage rituel d'un état de nature à l'état de la culture, les sujets filles étant d'emblée des êtres sociaux. D'après Nicole Claude Mathieu, dans son fameux livre « Une maison sans fille est une maison morte ». Alors voici donc, contre le meurtre fondateur de Freud et des rites de passage de Van Gennep, ce qui suit. Alors j'ai mis un titre, c'est un chapitre dans ma thèse, « Le matricide égorgeait le cochon ». Alors pendant mon terrain de recherche, dans les années 90-2000, j'ai eu l'occasion de suivre de près le carnaval dans le village d'Apiranthos, village montagnard, uxori-matri local, de Naxos. Il dure 3 semaines, pendant lesquelles on égorge le cochon domestique et on se déguise. Le dernier dimanche, qui correspond au Mardi Gras des catholiques, donc le 17 février, mardi prochain, hein, ici, alors là c'est un dimanche en Grèce, alors ce dernier dimanche qui correspond au Mardi Gras est marqué par un plat de viande de porc au vin et à la sauce tomate, servi avec des pâtes. Les pâtes s'appellent macaronia, dont l'étymologie est souper funéraire, et après ce repas, ce qui suit, c'est l'apparition de porteurs de sonnailles, de cloches de bêtes, du troupeau, à la place centrale du village. La phrase « Si tu n'as pas mangé du porc, tu ne te déguises pas » nous conduira désormais. Les cochons sont nés dans le monde des bergers, loin du village, et sont installés chez leur nouveau maître après la Pentecôte, en dehors du cycle de Pâques, donc. Ils sont aussitôt castrés, et c'est ainsi que les cochons mâles venus du monde des bergers s'intègrent dans la maison. Le verbe employé pour dire châtrer est monuchizo. Il est composé du substantif qui désigne le sexe féminin et le verbe avoir, avoir une vulve. Et le cochon dormait, d'après mes informateurs et informatrices, jusqu'aux années 50 sous les lits du couple. Et c'est par ces mots, amour et désir, que mon interlocutrice exprime son goût pour le corps. La bête bien aimée du village. C'est vraiment une chose appétissante de l'égorger. Qu'est-ce qui est donc qui, dans la consommation du porc, permet le passage au déguisement?
c'est comme si le déguisement était foncièrement lié à l'ingestion et à l'assimilation de la chair porcine par le corps humain. Lévi-Strauss a depuis longtemps écrit sur l'association du cannibalisme et du travestissement rituel, aussi bien dans les sociétés matriques et patrilinéaires des Amérindiens, donc des États-Unis. La littérature ethnologique abonde sur le sujet de la proximité anatomique entre les cochons et les humains. La facilité du passage d'une espèce à l'autre est illustrée dans la métamorphose des humains en cochons ou en truies, thème redondant dans la culture chrétienne. La phrase « on ne se déguise pas si on n'a pas goûté au porc » peut alors se lire ainsi. Il faut avoir incorporé le porc si tu veux te déguiser, si tu veux devenir autre de ce que tu es. Une petite enquête étymologique autour de l'adjectif prophonie du dimanche précédant l'abattage du cochon a suggéré deux origines possibles. Alors, l'informatrice me dit, est-ce que parce qu'avant sa voix phonie, donc prophonie, est dedans, avant la voix des cochons, avant le meurtre est phonos, donc phonie c'est la voix, phonos c'est le meurtre. Avant le phonos des cochons, je ne sais pas moi. À Chypre, le même terme de repas désigne le repas qui suit l'abattage du porc et celui qui suit l'ensevelissement des êtres humains. Super funéraire, parigoria, consolation, comme les pâtes qu'on a déjà vu nommer de consolation, commémoration, qui accompagne le dernier plat au porc à la fin du carnaval. Lors de l'abattage rituel du cochon domestique, les femmes disparaissent. Moi, je ne suis jamais restée voir, je ne suis jamais restée. Je quitte même le quartier pour ne pas entendre les cris. Les garçons, tous les garçons cherchent à boire. La fascination des garçons est grande. Ils vont d'ailleurs saisir la vessie urinaire, gonflée en guise de ballon par le souffle de leur mère. Qui sont les égorgeurs? Alors, c'est difficile d'avoir une réponse. Ce sont des bandes d'hommes mariés, liés entre eux par des liens de parenté ou de voisinage, qui égorgent les cochons du village, à raison d'une bande pour chaque quartier et ou réseau de parenté. Il faut 4 ou 5 hommes pour former une bande. Réseau de parenté et quartier deviennent, d'un certain point de vue, synonymes. Dans le même quartier, résident et demeurent intacts, au-delà des mariages et des déménagements, les réseaux de parenté féminins. Une première opposition apparaît. Aux hommes qui doivent devenir nomades pour se marier, quittant maison natale dans les villages et quartiers d'enfance pour s'installer chez leur épouse, et ne retrouvant leurs amis que dans le café, dans les petits champs des alentours ou au pâturage, et aux bandes d'hommes ambulants qui se forment en séjour pour égorger les porcs, répond la sédentarité des femmes et des cochons domestiques. La particularité de ce système uxori-matrilocal de résidence, qui rend les hommes nomades et les femmes détentrices de maisons natales, familiales, offre au séjour de l'abattage de porc une échappatoire à la culpabilité du tueur. Qui est l'égorgeur? J'ai été frappée pendant les entretiens par l'omission du nom de l'égorgeur, ainsi que par le manque de matériaux qui m'auraient permis de positionner l'égorgeur dans les réseaux de parenté. Était-ce le père de famille ou n'était-ce surtout pas lui? Était-ce un frère? Et si oui, de quel côté? Ou bien encore un cousin? La réponse qui m'était donnée dans tous les entretiens reposait sur un cliché. Le couteau était tenu par le plus habile de la bande. Père, frère ou cousin, l'égorgeur était le plus habile. Même si les femmes, dans les entretiens, savaient à chaque fois qui était l'égorgeur, elles ne donnaient pas son nom qu'accessoirement, après avoir mentionné l'habileté. Sa mort est ainsi résumée. C'est qu'il vient à la porte, le porc, qu'il se met sur la marche de la porte, de la cour, et qu'on l'égorge. Une constante, le seuil. L'égorgement du porc coïncide avec la disparition des femmes, car celles-ci ressentent une aversion insurmontable pour le spectacle et les cris. Au moment de l'égorgement, elles se réfugient chez les voisines ou au fond de la maison.
Dans la cour ne demeure que la bande d'hommes, dont les gorgeurs, et les garçons de la famille et du voisinage qui regardent de façon à ne rien manquer de la scène. Attrapé par les hommes de la bande, le cochon est maintenu au sol, sur le seuil, la tête vers la rue, la gorge tendue pour faciliter la pénétration du couteau, le sang gicle et s'écoule dehors dans la rue. L'égorgement du porc dans Apeiranthos renvoie à un rite de seuil, lieu où, comme l'a dit Bourdieu, dans un contexte et un registre bien différents, la maison kabyle, le monde se renverse. L'opposition entre hommes ambulants et femmes repliées dans la maison semble aussitôt renversée avec le sang de la victime sur le seuil. L'animal le plus familier au sens littéral du terme, qui n'a quitté son ancienne place sous le grand lit de la maison pour être installé dans la cour que depuis les années 50, verse son sang dans la rue avant qu'un seau d'eau ne le lave et ne le chasse encore plus loin. Une double immersion. C'est l'égorgeur qui, en tant que membre du groupe, rentre de l'extérieur pour conduire le porc vers la sortie de la maison et l'égorger. Lui qui mangeait le cochon, la nourriture venue de la cuisine de la maison, verse maintenant son contenu au dehors. Le jour de l'abattage est encore aujourd'hui considéré comme celui où le sang de cochon coule dans les rues. Autrefois, on me dit, il y avait des gens qui mettaient une cuvette, propre bien sûr, et on égorgeait le porc dedans, et le sang restait et coagulait. Et ça sert de dire, arrête, je ne peux pas entendre ça. Et on le faisait frire, et on le mangeait. Le sang du porc coagule, celui de l'homme coagule bien aussi. Non, arrête, j'ai la chair de poule. C'est quand on explique que le sang du porc coagule, à l'image du sang humain, que l'aversion est à son comble. Que l'abattage du porc envoie au meurtre, au repas cannibale, est corroboré par le fait que tous ceux qui ont perdu de la famille à l'attaque de l'armée en 1917, où beaucoup de gens ont été tués, n'égorgent pas. Tu vois, Giorgis, qui avait perdu sa mère, il n'a jamais égorgé de porc lui. Beaucoup d'autres non plus, car il y a eu 34 personnes de tuées en ce jour. Sûrement beaucoup, mais ce n'était que lui, avec la perte de sa mère, qui était évoqué dans nombreux entretiens sur l'abattage du cochon. Cette relation d'exclusion entre la mère et le porc égorgé ne trahit-elle pas, elle aussi, une équivalence symbolique? Est-ce là que les garçons cherchent à voir et que les femmes fuient à cause d'une forte identification symbolique lors de l'égorgement du porc? Les similitudes entre le corps du cochon et le corps humain dépassent le cadre du sang et s'étendent à tout l'organisme, jusqu'aux viscères et aux fonctions digestives. La carcasse est posée sur une porte qui sert de grande table de travail dans la cour, une civière. C'est la porte de la cave, décrochée et posée sur le point d'appui, qui sert de table de travail pour porter le corps du cochon en vue de l'épilation, lieu intermédiaire avant sa suspension pour le dépeçage. C'est la même porte qui sert d'espace provisoire pour un membre de la famille décédée avant son transport au cimetière dans le cercueil. Le porc est ensuite échaudé pour être raclé, lavé et rasé à la façon d'un mort. Suspendu à l'envers, conjuré le face-à-face, l'égorgeur lui ouvre le ventre dans le sens de la longueur et en tire la rate. Ce petit morceau de sang condensé, placé sur la braise, est mangé par les égorgeurs et les membres de l'assistance. La consommation de la rate fait partie de l'égorgement. Elle forme un tout avec le sang qui a coulé dans la rue et le sang pendant solide qui n'est pas préservé au sein de la famille qui la nourrit. En ingérant la rate du sang condensé, égale à la prise de corps du fœtus, les égorgeurs ambulants incorporent une capacité reproductive de mère telle qu'elle est conceptualisée en situation uxorie matrilocale, où c'est le sang de la femme qui fait ce morceau qui deviendra l'enfant. Derrière la bande des égorgeurs courent les garçons à l'affût, ne voulant rien perdre du spectacle et surtout aux aguets pour
pour se saisir de la vessie urinaire, la bulle. Ils rivalisent pour l'attraper et la bulle revient tout aussi anonymement que le coup de couteau dans la gorge du porc, au plus agile. Celle-ci est rapportée à la maison pour être lavée par la mère du garçon agile qui la gonfle en soubant dedans au maximum. Ainsi, les vessies lavées et gonflées seront devenues un jouet à frotter entre les mains des garçons, remplissant d'air de bruits stridents. Ils font ainsi un premier pas sur le corps du cochon, imitant ce que les adultes savent déjà, surtout les hommes mariés, que l'on sollicite dans les bancs de gorgeurs et auxquels revient la rate. Bulle, pleine non pas d'air mais de sang, la bulle devient le cochon métonymique des garçons. Aux égorgeurs, l'absorption, aux jeunes apprentis, la vue et le contact. Mais serions-nous tout près des 3 modes de conjonction dont parle Nicole Belmont, la vue, le contact, le toucher, et l'absorption, dont la dernière réalise parfaitement l'assimilation. La semaine de l'égorgement du porc est liée aux morts, aux âmes. Abattage du porc, déguisement et âme de mort sont les grands thèmes de la période. Avec sa mort, le porc amène les samedis des âmes et ouvre la voie aux morts que les vivants commémorent. Il devient ainsi le médiateur entre eux. Le coffre de la salaison du jambon est désigné par le terme désignant aussi le cercueil. 6 mois après, le jambon, lors de son exhumation, est soumis à un traitement qui rappelle celui que l'on réserve aux ossements humains lorsqu'ils sont exhumés 3 ans après l'enterrement, tout comme le premier traitement lors de l'abattage renvoie aux soins donnés au cadavre. Et alors on arrive au carnaval. Le déguisement lors du carnaval est un travestissement où on voit la plupart des hommes déguisés en femmes, ou presque, voir l'image ambivalente du peuple orthodoxe, alors que les femmes soulignent davantage encore leur identité en mettant l'accent sur les divers moments de la condition féminine, mariée, sage-femme, grand-mère, le plus âgé seulement franchissant le pas de l'autre côté, encore que rarement, le comble étant la femme enceinte d'un cochon. Le choix du déguisement associant le cochon mâle castré dans le terme local doté d'une vulve, et les femmes renvoient à l'auteur comique dans la Grèce antique, Aristophane, qui, dans ses pièces, s'amusait à désigner le sexe féminin par le mot porc. D'ailleurs, tu vois, Iorgis, qui avait perdu sa mère, il n'a jamais égorgé de porc, lui. L'égorgement rituel du cochon domestique revêt donc les traits d'un meurtre fondamental, sinon fondateur, non pas du père mais de la mère, matricide qui n'est pas refoulé, qui n'est pas dénié et qui est mis en scène chaque année comme un rite de séparation, mobilisant tous les sens, du regard jusqu'à l'ingestion de la mère par les garçons. C'est la mascarade structurée autour du meurtre du cochon qui corroborera mon hypothèse du matricide comme partie d'un rite annuel de séparation des garçons du monde maternel. Le déguisement atteint son comble le dernier dimanche du carnaval, équivalent du Mardi Gras. Un déguisement différent des autres jours fait son apparition dans la place du village, théâtre du jour, où font irruption les êtres qui rappellent les boucs, sans des sonnailles, des sonnailles autour du corps, au son étourdissant, bipèdes mi-humains, mi-animaux, à demi-sauvages, comme les ovins caprins des pâturages. Il s'agit de jeunes hommes du village, jadis réunis en 4 groupes de 4 à 5 individus, comme les bandes de gorgeurs, ou les bandes de jeunes garçons à l'affût de la bulle, convergeant des 4 coins de la périphérie du village, où ils se donnent rendez-vous, sur la place où tous les spectateurs rassemblés les attendent. Ces bipèdes mi-humains, mi-animaux, qui s'appellent porteurs de sonnailles, kudunati, s'adonnent à une gesticulation qui fait tenter au maximum les sonnailles et produit aussi un vacarme visant à terrifier les spectateurs qui reçoivent les coups de bâton dont les kudunati menacent l'assemblée.
Les plus grandes et prestigieuses sonnailles s'appellent buca, bouche, mais en italien. Mais les bâtons à l'intérieur de la sonnaille, qui est appelée ailleurs en Grèce glossa, langue, dans notre cas ici, ne s'appelle pas langue, il s'appelle vili, terme qui signifie pénis, et qui est en séjour sous sa forme de bâton accessoire emblématique de ces et qui est en séjour sous sa forme de bâton accessoire emblématique de ces personnages phalliques qui sont les couronnati. Le cortège comprend 3 autres personnages rituels. La vieille, le meneur d'ours et l'ours lui-même. Réel ou pas, souvent l'ours portait une jupette, parfois même un soutien-gorge. Il suffit de rappeler ici que le substantif ours, en grec, est de genre féminin, iarkouda, pour comprendre que cette parure, loin de constituer un travestissement de sexe, en est plutôt l'affirmation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un vrai ours. C'est sur les personnages de l'ours et des porteurs de sonnailles qu'on va parler maintenant. L'ours n'apparaît pas dans le répertoire des contes du village. Donc, mon seul moyen d'aborder son apparition dans le cortège serait la relation paradigmatique sur l'axe paradigmatique, donc l'axe des associations, de sa parure et un peu d'histoire antique. Le mot ours est en grec de genre féminin. Une figure antique d'ours était incarnée par les ours arcti, terme désignant les jeunes filles dédiées à Artémis dans son sanctuaire à Brabant, médiatrice entre la déesse et les femmes qui la sollicitaient. Or, dans le village, le seul bipède féminin ou femelle qui puisse rappeler l'animal ours, avoir comme elle, comme l'ours, une toison, parfois dissimulée sur un soutien-gorge, comme les ours menés par les tziganes, et faire, comme l'ours du carnaval, peur aux enfants, n'est autre que la mère. Une mère du village, allaitante, qui traditionnellement place la peau d'un agneau ou d'un chevreau sur sa poitrine afin de sévrer son enfant, en provoquant chez lui la frayeur. Bref, la mauvaise mère. Nous trouvons donc dans le Lacan de 1938 du complexe du sévrage et de la séduction mortelle de la mère, la scène qui semble être de prime importance dans la scène du carnaval. Le porteur de sonnailles exhibe la virilité non domestiquée par le mariage, puisqu'il vient des pâturages, où même les hommes mariés vivent comme des célibataires dans des réseaux patrilinéaires. Leurs pères, leurs frères, leurs oncles patrilatéraux. Virilité exagérée par l'hypertrophie des organes génitaux qui représentent les sonnailles et le bâton phallus, mais aussi par leurs habits, visage voilé, manteau à capuchon, typiques des personnages au caractère phallique marqué, comme l'a montré Nicole Belmont. La fête arrive à son comble avec la parlata, texte écrit, rythmé, poétique et récité par un habile conteur qui propose une satire piquante des événements de l'année qui s'est écoulée depuis le dernier carnaval et prend en partie les personnes qui méritent de l'être. Ainsi, depuis la mauvaise mère, les figures muettes mais bruyantes des porteurs de sonnailles, on arrive à celui qui, sur les marches de la place centrale du village, aura improvisé un texte rythmique pour critiquer l'actualité du village en maniant si habilement le verbe. On voit se dévoiler toute une aventure du sujet allant du vide du sévrage au mutisme bruyant et effrayant de ces personnages phalliques, au pénis au lieu de la langue, à l'exhibition de l'acquisition du langage et de l'esprit critique. Le passage de la bouche pleine de sang à la bouche pleine de mots, comme l'ont écrit Abraham et Drock, s'effectue au travers d'expériences de bouche vide.
C'est une telle angoisse du vide que les mères d'Abyrynthos déplaçaient sur la peur qu'une poitrine d'ours provoquerait chez les nourrissons. Depuis les vili pénis dans la bouche des sonnailles qui ont fait tant de bruit au début de l'après-midi, comme l'ont fait depuis des jours les bulles d'air frottées, jusqu'à la langue de l'habile orateur à la fin de l'après-midi qui clôture le carnaval, on voit le trajet de l'humanisation des garçons dont le summum est l'acquisition du langage. Un langage poétique, rythmé, dont la plupart des gens du village sont censés disposer et pour lesquels le village entier est réputé dans l'île, sinon en Grèce. Quand je leur disais que je faisais une enquête sur la bouffe, ils me disaient, mais pourquoi ne fais-tu pas une enquête sur le poème? Voilà. Il s'agit également d'un parcours qui conduit du vili, pénis, de la sonnaille, à la langue propre, sur un axe qui présente une évolution du masculin né au masculin achevé, ou bien du masculin naturel lié à la mère au masculin culturel, parcours, passage, mobilisé par le matricide, la séparation d'avec la mère pour accéder à l'organisation symbolique. Dans cette société uxori-matrilocale, c'est le matricide qui mobilise cette procédure symbolique, rituelle et annuelle, concernant les garçons et les hommes. La parlata de l'orateur habile propose en guise de dédommagement symbolique de la résignation des garçons du maternel, la loi qui régit la société, c'est-à-dire l'expression poétique, notamment la qualité de l'improvisation rythmée en vers et versets, extrêmement prisée, pour laquelle la société est célèbre. C'est la loi instaurée, on peut dire le nom du père, or il y a ce petit reste, le poétique rythmé dans le langage, qui renvoie, selon Kristeva, au maternel. La voix structurée, l'éloquence poétique aura remplacé les cris du cochon, le bruit strident de la ville, le vide de la bouche du nourrisson. Leur son rauque qu'émettent les sonnailles sorties des coffres pour se dérouiller, puis leur son effréné avec les bâtons pénis dans la bouca de la sonnaille, par une langage poétique. Peut-être s'agit-il d'une autre économie du symbolique, fondée sur l'idéal du moi et les sémiotiques, ou d'un nom du Père qui instaure la culture sans abolir ce petit reste très édipien du rythme. En fait, le langage poétique agit comme une révolution quand il réactive les forces sémiotiques. De même, on pourrait dire un sujet en procès, c'est-à-dire un individu en tension permanente entre deux modalités, le besoin des structures symboliques et la poussée des pulsions sémiotiques. C'est là où entre Bernard Juguera annonçait dans l'invitation pour ce soir. On va peut-être faire une petite scansion pour s'il y a... Non, mais oui. On va finir. Ouais. Enfin, parce que je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais bon, c'est quand même compliqué. C'est vrai. Oui, non, mais c'est pour moi, vraiment, c'est banal, hyper banal. Oui, non, mais c'est banal, mais compliqué quand même. C'est-à-dire que bon, enfin, je ne sais pas, il faut suivre vraiment. C'est-à-dire que les moments de problématique, si tu veux que tu dégages, au fond, comme des moments de découverte anthropologique, qui vérifie ou qui contredit telle théorie, au fond, de la constitution des sociétés et des lois. Oui. Bon, là, alors, enfin, donc, je sais pas, moi, il me semble que l'idée globale, c'est que on a, si je comprends bien, on a une société matrilinéaire. Non. Ah, non, enfin, uxori-matrilocale, ouais, jusqu'à là. Peut-être inflexion matrilinéaire, inflexion. C'est pas patrilinéaire, on va dire. Non. Voilà. Non, ça non. Ça fait partie du peu de société. Du peu, ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est un trait particulier que tu as choisi. Oui, mais c'est toute la zone insulaire depuis la zone des îles de l'Est jusqu'à l'Ouest, Andros,
par exemple, de Lemnos jusqu'à Castelloris, jusqu'à Andros, pas les Ilioniennes, pas Crète, qui sont comme ça. Voilà, donc c'est pas une exception sociale, mais enfin c'est une particularité, c'est une minorité de sociétés qui sont constituées de cette manière. Bon, ok, donc là, jusque-là, on comprend. Oui. La question, elle est après, comment on passe à un système symbolique particulier? Voilà. Si j'ai bien compris, donc le système particulier, il trouve à être illustré par ce système symbolique qui est le carnaval, tout ce système qui tourne autour fondamentalement du meurtre de la mère. Hypothèse. Oui, bah bien sûr, hypothèse, mais enfin, hypothèse, c'est ton hypothèse. C'est mon hypothèse. Voilà. Alors, en quoi ça nous intéresse? Enfin, en quoi ça intéresse la psychanalyse? C'est ça. Alors, je vais te dire, non, mais simplement, je résume pour voir que si on s'y retrouve, si moi je m'y retrouve, si on s'y retrouve pas, et les autres diront ce qu'ils ont aussi comme type de question. Au fond, la question là, c'est que le matricide est au cœur d'un système symbolique. Ton hypothèse, voilà, et que tout le reste dépend de ça, d'une certaine manière. Avec les seuils, les inclusions, et tous ces systèmes, tout ce rituel. Au moins, il est inséré dans le rituel de passage, de garçons qui doivent quitter ce monde, maternel pour survivre. Voilà. Donc, pour quitter le monde maternel, il faut tuer la mère. Ah oui. Voilà. Ah, mais c'est une solution. Ah oui. C'est une solution. Alors, évidemment, dans l'analyse, on n'a pas tout à fait ça. On ne rencontre pas cette expérience du meurtre de la mère. Ça n'existe pas dans le champ analytique. Peut-être que ça existe. Non, mais la logique du champ analytique, c'est les théories inconscientes des névrosés. Ouais. C'est pas bon. Donc il y a une différence déjà, évidemment. Je dis bon, un travail anthropologique essaye de en quoi cette histoire stupide, ridicule de Freud qu'il inventait avec le thème tabou, qu'évidemment aucun anthropologue ne reconnaît quelque valeur que ce soit historique, à cette idée qu'il a fallu tuer le père, l'espèce de bête qui n'était pas un porc, mais enfin qui se tapait donc toutes les femmes, et que donc les pauvres fils, eux, et ils étaient dans un coin, entre eux, avec, disons, là, une satisfaction homosexuelle, et que pour ça, ils en ont eu ras-le-bol, et ils ont tué le vieux. Ils ont tué le vieux, ils l'ont mangé, et ils sont devenus, le vieux, ils l'ont idéalisé du fait de sa mort. Par exemple, bon. Donc on connaît ça, c'est ce que Lacan appelait le seul mythe inventé dans la modernité. Ouais, enfin, la modernité, et que tout le monde sait que que évidemment c'est pas comme ça. Alors Lévi-Strauss a sorti des mythes assez proches, etc. Bon. Et qu'est-ce qui permet d'attester donc de cette hypothèse? Il n'a pas cherché à expliquer. C'est les rêves de névrosé. Les rêves de névrosé, alors à peu près toutes les analyses de névrosé, à un moment passe par ce moment où le névrosé mâle, disons, tue le père et alors là, il y a toute la rallonge freudienne sur, bon, à ce moment-là, donc il attend, et puis il prend les attributs du père, etc. Donc c'était un mode de séparation, c'est un mode de séparation de quoi? De la mère, puisqu'il ne faut pas toucher à la mère. L'Oedipe, oui. Le sujet ne devrait pas toucher à la mère. Donc la psychanalyse, je dis les choses un peu naïvement, mais enfin bon, c'est bon, bah, mon garçon, tu vois, tu vas attendre un peu, tu vas pas tout de suite sauter sur ta mère, ni sur ta sœur d'ailleurs, mais bon, t'attends là avec tes titres et travaux, et tu trouveras bien quelqu'un. Bon. Alors, c'est un type de séparation avec la mère qui est celle à laquelle on est habitué en tant que freudien. Oui. Voilà.
Ouais. Toi, tu nous en sors une autre qui n'est pas du tout habituelle, qui est le meurtre de la mère. Le meurtre de la mère n'existe pas, enfin, à ma connaissance, dans le champ. Alors on sait que la mère devenant la chose, l'objet, etc. Donc le fils se protège de la volonté de jouissance de la mère. Et la mère, y compris d'ailleurs dans la Grèce antique, c'est évidemment Jocaste. Jocaste, le fils ne tue pas Jocaste. Non, il a déjà tué son Non, mais mari. Jocaste, oui, lui, il n'a pas trop. Il dit que bon, il tue un mec, puis on lui dit, tiens, c'était ton père. Bon, très bien. Il ne savait pas, le pauvre garçon. Enfin, la personne qui jouit dans l'Oedipe, c'est Jocaste. Jocaste, elle sait qu'elle couche avec son fils. Donc, tu vois, donc ça, simplement pour indiquer le chemin analytique habituel de traitement des mythes, en tant que l'Oedipe est rentré dans les logiques inconscientes au moins des Occidentaux, et que donc ça donne ce... Et toi, donc, je dis tout ça pour souligner la particularité de ton hypothèse et ton travail. Et je ne vois pas, je ne sais pas, peut-être toi tu vois, au fond, donc tout ce travail de séparation que tu installes avec le meurtre de la mère. Oui, dans les tragédies grecques, il y a des meurtres de mère, bien sûr. Mais toi, tu donnes ça. Alors, il faut dire, est-ce qu'il y a. Alors, évidemment, il faudrait, si tu veux, pour mettre ça du côté de la psychanalyse, il faudrait pouvoir dire voilà, moi j'ai un patient qui a l'idée, qui rêve de tuer sa mère. Alors, il y en a. Ça s'appelle les schizophrènes. Bah oui. Ils ont, voilà, tout à fait le droit d'accéder au statut. Mais ce n'est pas le névrosé. Alors là, toi, donc ça veut dire que ça ne fait pas foule, quoi. Ça fait foule de fous, si on veut, mais ça fait foule dans les hôpitaux. Ouais. Mais ça fait rarement foule, ouais. Parce que les névrosés dominent tout. Donc, alors toi, ton hypothèse, c'est très particulier quand même, oui. Tu comprends? Oui. Et cette mise en scène annuelle, si c'est ça l'interprétation, c'est que bon, c'est pas réussi, hein, la mort de la mère. C'est très difficile de se séparer du giron maternel. C'est vraiment très difficile. On s'en sort très très difficilement. C'est pour ça que le névrosé produit son fantasme. Mais là, on ne produit pas un fantasme, on produit un rite. Donc, on va dire, c'est une socialisation d'un fantasme, qui a des allures diverses et variées. Enfin, Hamlet, qui n'est pas séparé, bon, il crée, lui, son fantasme, et donc ça ouvre la grande période chrétienne, des tragédies chrétiennes, et actuelle, où le névrosé, pour se séparer de la mère, de la jouissance de la mère, c'est-à-dire que veut l'autre maternel, c'est ça, que veut l'autre maternel, que veut ce chameau inventé par Cassotte, etc. Bon, voilà. Donc, face à la jouissance de la mère, parce qu'il faut bien savoir pourquoi on veut tuer la mère. C'est parce que le sujet, s'il ne se sépare pas, comme tu dis à juste titre, mais s'il ne se sépare pas de la jouissance de la mère, eh bien le destin, effectivement, c'est un destin de psychose. C'est l'idée, c'est pas toujours le cas, ni à tout coup, mais bon, bref, c'est l'idée qu'on a quand même dans le champ analytique, pour essayer de capitonner ton travail sur en faire une particularité d'un champ, et savoir, bon là on n'invente pas des fantasmes, on invente un rituel. Ouais. Voilà. Avec la problématique est la même, c'est comment vous débarrasser de la mer, proprement. Le névrosé, lui, s'enferme dans son fantasme et il dit, bon, tu pourras pas prendre ça, c'est-à-dire l'idéalisation de ce que je suis comme être. Bon. Il y a l'échappatoire du rituel. Oui, voilà, c'est autre chose. Oui, oui. Donc c'est une autre dimension, mais qui, je trouve ça intelligent, oui, et bienvenu. Parce qu'au fond, voilà, c'est autre chose que c'est un... Oui. Ça se déplace, disons, de la théorie du fantasme. Oui. Et alors, on dirait, bon, bah voilà,
il y a des fantasmes et il y a des rituels. Oui, oui, oui. Mais personne jusque-là n'a osé mettre en équivalence fantasme et rituel. C'est des opérateurs logiques qui sont quelque peu différents. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des fantasmes n'ont pas des rituels personnels, pas des rituels, bon, on connaît tous. Les rituels collectifs, c'est une mise en scène. Oui. C'est un fantasme qu'on oui. voit. Mais c'est une solution, ce que j'appellerais une solution sociale de l'inconscient, à condition que les ressorts soient inconscients. J'en sais rien. Est-ce que les ressorts sont inconscients en l'espèce là? Est-ce qu'au fond, il faudrait que tu prennes ces gens en analyse pour savoir de quoi ils rêvent, ces gens-là? Non, mais c'est ça. Tu veux, pour confirmer. Oui. Mais bon, on voit très bien en tous les cas que c'est un opérateur qui est d'équivalence au fantasme un par un. Mais là, en groupe, ça fait foule. Donc c'est pour ça que du côté de l'anthropologie. Oui. Et donc, Bernard Juillera, qui travaillait sur la Nouvelle-Guinée, chez les Yafar, il a d'abord un mythe, le mythe du saboutier. Il y a le clivage entre la nature et les villages, les habitations. La nature est censée être le maternel, le féminin, le maternel. Alors, son Édipe chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le mythe qui dit qu'il faut aller tuer, fendre le sagoutier, parce que là-dedans, il y a ces jus. C'est quoi? Je ne sais pas. Ces jus qu'il faut avoir, ces jus. Alors, le mythe du mythe. C'est une plante. Oui, c'est un arbre. C'est un arbre. Oui. Et alors, ça revient sur le plan du rite. C'est à peu près. Je n'ai pas trouvé le livre, je l'avais lu quand j'étais jeune, pas tout. Il tue un animal associé à la mer, à la nourriture, à la proximité corporelle, comme le cochon, il ne pourrait pas y avoir plus proche dans la famille. Il lui donnait des douches même. Et cet animal est chassé, tué et mangé. Alors c'est mon autre, ça c'est mon autre exemple parallèle ethnographique que je pourrais avoir. Et sinon, alors là, justement, excusez-moi, juste que vous prenez un autre exemple. Est-ce que vous avez fait une corrélation justement entre des sociétés matrilinéaires, tendances, et des rites qui visent la mer? Les Yafars, je ne suis pas sûre, mais les Yafars, je crois, ils sont patries. Ouais. Mais c'est un effort de se séparer d'elle comme une proximité menaçante. Parce que le c'est universel. Ouais. Se séparer de la mer, c'est le problème universel, c'est le problème numéro 1. Donc, à partir de là, il y a des tas de réponses dans différents champs, etc. Enfin, bon, là, toi, tu nous... Donc, effectivement, la question est bonne, c'est pas réservé aux sociétés matrilinéaires de tuer la mer. Alors, la question, pourquoi est-ce que les psychanalystes font valoir spécialement le meurtre du père? Voilà. Non mais ça, on pourrait le voir comme ça, voilà. Oui. C'est le problème numéro 1, le problème numéro 1 de l'humanité. Comment se débarrasser de la mer? Il y a différentes réponses. Et toi, tu nous amènes une réponse peu connue, mais qui n'est pas corrélée à un type d'organisation sociale spécifique. Puisque l'autre, Juillera, a trouvé la même chose ailleurs. Quelque chose de semblable. Alors, et la mer morte, parfaitement refoulée, un lapsus verbal et un lapsus culinaire la remettent sur scène. Ce qui permet le lapsus. Une de mes informatrices s'est laissé faire le lapsus suivant. Sous la peau, le mot est kerno,
c'est la graisse du porc, la graisse. Sous la peau se trouve la viande de la viande de porc. Quelles sont les associations qui l'ont permis? La solution passe par le chevreau mâle pascal, qui est farci à une farce odorante, etc., qui est mâle, qui n'est pas castré. Si la farce pascale d'aromate rentre dans le thorax du chevreau pascal, c'est dans l'estomac même du porc que cette farce faisait autrefois son apparition pendant le carnaval. Ça sortait petit à petit. Hein. Ah, tu sais, il y avait des gens auparavant qui faisaient cette farce dans l'estomac du porc, tu te rends compte? Et voilà une analogie entre le thorax du chevreau pascal et l'estomac du porc à travers ce même apprêtement culinaire. Or, il semble qu'une transposition originaire, avant celle qui intervient entre cochon et chevreau dans la cuisine locale ici, ait eu lieu dans le temps de la cuisine du porc depuis la Grèce antique. Il s'agit de celle entre l'estomac farci du porc de notre recette naxiote et la vulve de truie farcie en Grèce antique. Comme le note Athénée, bien meilleure est la vulve de truie farcie juste après une fausse couche. Oui. Serait-ce là la source de la métaphore? Nous pouvons ainsi formuler ce qui passe inaperçu dans les recettes. De la vulve de truie sort en tant que farce l'agneau mâle de Pâques. Il y a ensuite, peau salée, viande porcine, lapsus, viande porcine, viande caprine, la farce chèvre mâle, et puis le sac, l'estomac du porc avec la farce, dont une modalité est la vulve de truie. On peut donc, de la truie, on peut donc représenter la culture de la même façon que l'inconscient, comme un empilement des strates qui font coexister le passé et le présent. C'était ça, le programme freudien du totem et tabou. Un dernier lapsus culinaire corrobore encore mon hypothèse. Contrairement aux approches classiques qui cherchent une version originale du mythe, comme les recettes, qui est le cas du mythe ici, Claude Lévi-Strauss affirme qu'un mythe est constitué par la somme de toutes ses versions. Aucune n'est plus vraie qu'une autre. Alors, une des versions culinaires, marginale mais actuelle, de farce pascale dans le thorax de l'agneau, même s'il s'agit d'un cas isolé propre à une seule famille, des générations font déjà ça, à ma connaissance, consiste à remplacer la farce pascale d'aromates dans le thorax de l'agneau pascal par des pâtes à la sauce tomate. Ces pâtes évoquent le rosto, le summum de la cuisine de commémoration du porc et du carnaval en ce dernier jour. S'agit-il d'une inversion symbolique non seulement de la truie, le chèvre mâle, mais du chèvre mâle, les pâtes de la commémoration de la mère morte, tuée, les pâtes appelées macaronia, étymologiquement consolation et commémoration, et qui sont le plat par excellence du souper funéraire, mais là, introjecté, incorporé. Si la cuisine du carnaval est liée à la cuisine de Pâques, elle est de façon à voiler le lien maternel intime, en l'occurrence, entre chèvre mâle et matrice farcie de truie, des garçons en l'occurrence, des garçons qui semblent être l'objet social de ces transformations symboliques. Le cuit est par rapport au cru, l'insu par rapport au su. Voilà. Si vous avez des si vous n'avez pas fatigué. Non, il faut s'y retrouver. C'est pas immédiat. D'autant plus que si tu veux proposer psychanalyse et anthropologie, donc tu es bien obligé de comparer au fond tes découvertes anthropologiques qui sont avec ce qu'on croit savoir des logiques de l'inconscient en Occident. Moi. Oui. Voilà. Donc, et ce rituel, bon, je ne vais
pas répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais enfin, ce sont des solutions. Tout ça, ce sont des solutions. Et dans ce sens-là, bon, c'est intéressant. Alors, juste, moi, je veux simplement revenir sur la question des ours. Oui. Donc, tu dis, l'ours, c'est la mer. Je dis l'ours, c'est la mer parce que c'est Iacuda, et quand elle porte un soutien-gorge, le toison, le poil sur la poitrine, on me l'a fourni à cause d'autres choses. Tu sais, auparavant, les mères mettaient la toison de caprin, des ovins, ce qui est le cas du carnaval. On n'aimait pas, on porte pas de choses comme ça, sinon au carnaval. Et elle les mettait là, et donc quand le bébé qui n'avait pas ce soupçon, qui n'allait pas ce qu'il attendait, allait toucher là, il était effrayé par l'ovin, par les caprins, par les trucs qui étaient là. Poils. Les toisons. Oui. Ouais. Et c'était ça la manière qu'ils avaient trouvé de sévrer. D'accord. Joli. Oui, De quoi vouloir tuer la mer? Pourquoi on fait des fétiches, des petits fétichistes en masse plutôt que bon, c'est. Alors non, je te demande ça là pour la mer parce que bon, alors évidemment, on va rappeler que dans tout rituel, en fait, un signifiant vaut pour un autre signifiant, etc. Et que donc, c'est pas parce que dans cette région, dans ce rituel particulier, c'est comme ça. C'est-à-dire que les paires signifiantes ne sont pas quelconques. Mais ils peuvent changer un signifiant, peut vouloir dire autre chose dans un autre rituel. Bah oui, bon, bien voilà, sûr, bien sûr, oui. Non, parce que justement, je voulais te questionner sur un autre rituel. Parce que toi-même, tu as évoqué les ours avec Artémis. Oui. Bon, alors les ours d'Artémis, moi jusque-là, je pense, jusqu'à tantôt, j'avais toujours pensé, puisque au fond, Artémis, pour moi, c'est un personnage important, à la fois évidemment de la mythologie grecque, mais aussi de la psychanalyse, puisque Freud a cru bon de dire qu'il y avait eu donc des matriarcats, et prend comme parce qu'il était évidemment, c'est un homme de son temps, il n'avait aucune connaissance de ce qu'était l'anthropologie actuelle. Bon, bref, en tous les cas, donc il avait fait d'Artémis une mère. Bon, alors que Artémis, c'est vraiment la vierge parmi les vierges. Bon. Donc les ours qui font partie du sanctuaire d'Artémis, là, moi j'avais toujours considéré que c'était donc des vierges. Des jeunes filles. Oui. C'était des jeunes filles. Non, pas des mères. Non, pas des mères, mais c'était auxiliaires. Oui, auxiliaires d'Artémis. Auxiliaires des mères. Oui, parce que. Mais pas des mères, d'accord. Non, mais alors. Des mères, quand elles voulaient demander la faveur de la déesse, elles avaient recours aux ours, aux arctiques. Et s'il y avait, là je l'ai lu dans un article qui est dans un numéro de l'homme, je crois, texture mythique, je ne me rappelle plus, texture mythique, où il y a l'article d'Elisabeth Cookie qui dit que les Arctiques, une fille qui était Arctos à Brobron, pourrait être l'auxiliaire de la mère entre elle et la déesse, quand elle demandait par exemple que son autre enfant ne meure pas. C'était l'Arctos qui faisait le médiateur entre elle et la déesse.
Donc oui, c'était les filles. Ailleurs, dans l'imaginaire, par exemple, français, du carnaval, l'ours, c'est le médiateur, l'amant de la fille, ou c'est lui qui l'a fait passer au mariage. C'est un personnage masculin, bienveillant, c'est pas un violeur, etc. Mais en Grèce, on n'a pas le... Si par contre on dit au masculin, l'ours, c'est le nounours. Oui, c'est ça. Et là, on voit le... Mais là, je parlais essentiellement de celles qui sont sanctuaires d'Artémis, oui, qui oui. faisaient le travail ouais. pour ce sanctuaire et qui, enfin, tout le prix que les hommes ne voulaient pas payer à Artémis quand ils prenaient une femme, c'était en particulier des revendications. Il leur arrivait beaucoup de malheurs, quoi. Parce qu'Artémis veillait, elle veillait sur toutes les vierges. Il fallait payer le prix de la Vierge. Le radin qui ne voulait pas payer le prix de la Vierge, il lui arrivait que des ennuis. Bon, bref, en tous les cas, les ours, c'est simplement un détail. Et pour montrer aussi que les ours au sanctuaire, c'est pas les ours, puisque les ours que tu décris, c'est donc ces femmes avec cette toison magnifique qui n'a pas l'air de plaire au bébé. Tant pis pour eux, ils verront bien plus tard ce qu'ils vont faire. Enfin bon, voilà. Bon, voilà, moi je trouve que c'est un très beau travail et qui pose cette question. Au fond, voilà, en tous les cas, c'est pas un meurtre de mère qui correspond à l'installation d'un matriarcat. Non. Par exemple. Non, très loin. Pas loin de ça. Ouais. Et ni à la production de lois, de règles, à part ce qu'on voit là, dans ce rituel-là. C'est pas un rituel, c'est pas une organisation sociale tout entière. Si la solution vient à la fin dans la parlata, donc si le dédommagement de tout ça, la résignation de tout ça et la parlata, donc l'avènement de la culture, ce qui régit la société, ce qui la régit, c'est en fait ce langage poétique. Oui, c'est ça. C'est la manière de s'adresser l'un à l'autre dans des concurrences de qui va improviser les trucs les plus intelligents, de taper l'autre, de vaincre l'autre. Mais c'est... Non mais ça c'est très beau parce que là on a un équivalent de nom du père. Si voilà. Ah, oui. Là je me pose la question, est-ce que le fait que c'est rythmé, poétique, c'est pas un petit reste de l'univers maternel? Voilà, un petit reste. Enfin, l'idée, c'est, si tu veux, le nom du père, c'est pas le nom du papa, tout le monde le sait, bon, c'est un signifiant zéro, sans signification. Et donc, ce signifiant sans signification, c'est quelque chose qui est aussi un désignateur rigide, ce qui fait que c'est des noms, que ça peut être des poèmes. Voilà, ça c'est l'idée de Lévi-Strauss, ça peut être des poèmes, puisque c'est lui l'inventeur non pas du nom du père, mais du signifiant zéro. Donc Lacan, lui, il a inventé le nom du père, il a simplement donné un nom, ça c'est tout. Un nom catholique, c'est tout, c'est tout ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Bon bref, donc effectivement, la question de savoir ce qu'est ce reste, est-ce que ce reste, c'est précisément pas le nom du père comme tel? Oui. Tu vois, parce qu'on appelle le nom du père dans la logique structurale, pas au café du commerce. Oui, c'est ça que je voulais donc vous demander, vous poser cette question. Moi, ça ne me gênerait pas de prendre ça, d'ailleurs, et tout le système poétique, quoi. Parce que la poésie, c'est ce qui se traduit très difficilement, par exemple. Comme les noms ne se traduisent pas. Les poésies sont très difficiles. Donc il y a quelque chose comme un désignateur rigide. Raison pour laquelle Lévi-Strauss en fait un équivalent de nom du père. Bon,
Bref, voilà, moi j'en ai fini. Qui a des questions à poser sur tel ou tel point? Oui. Oui, alors vous me dites que la poésie, c'est un opérateur de Lévi-Strauss qui a précédé le nom du père, et vous dites que peut-être cette scansion particulière, qui n'est pas traduisible en fait, C'est ça. serait un reste du côté de la mère. Et alors donc ça ferait appel à quoi? Si c'est ça, à la langue, quelque chose d'une lalali En prenant, c'est comme si on prenait le matériau, le même matériau, oui, pour faire une évolution immense, Ouais. pour faire une évolution immense, mais sur ces registres, Ouais. Idéalisation. Et, Mhm. oui. Mais qui vient de là, qui vient de cette un rythme, même dans le parler, dans la prose, on entend le rythme. C'est voilà, ça c'était la demande des gens. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose sur les poèmes? Mais oui. Moi, je ne voulais pas. Mais les poèmes sont venus me trouver. Oui, Donc, en grec, l'ours, c'est féminin, c'est ça? L'ours. L'ours, c'est C'est féminin. féminin. Ouais. Oui. Iarktos en grec ancien, Iarkouda en grec moderne. Mais ça serait à cause d'Artémis il y a ça sera à cause de cette histoire d'Artémis que l'ours serait féminin? Bah, c'est une continuité, dans la langue. Qu'est-ce qui est féminin? Toujours Pourquoi? Il y a non. un arbitraire. Et donc là, tu as dit que L'étoile, l'ours, c'est féminin. tu as dit que le porc était assimilé à la femme aussi. Oui, à la mer. Alors, à ton avis, pourquoi? Comment? Pourquoi, à ton avis? C'est comme ça. Non, Parce que. moi, j'ai une idée. C'est pour ça que- D'accord. C'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est à cause de, je pense, hein, c'est une idée, c'est à cause de l'étymologie de porcelaine. Ah Est-ce bon? que c'est la porcelaine? Bah oui. Oui. La porcelaine, c'est un coquillage. C'est vous savez, un coquillage, et c'est parce que la porcelaine, un coquillage très poli. Tu regardes sur Internet, c'est la porcelaine. Et donc, porcellana, ça veut dire, en latin, je pense en italien, ça veut dire la petite truie. C'est parce que, regardez, parce que ça ressemble à une vulve, c'est pour ça. Ah bon. Regardez des photos de porcelaine sur Internet. Et c'est de là que vient le mot porcelaine. Ah oui. Ce coquillage, c'est ça? Il y a une forme de vulve, c'est ça? Oui. Ah oui. Enfin, ça a une forme de vulve, ce coquillage-là. Hein? Oui, beaucoup. Oui, oui, mais enfin, celui-là a été sélectionné par Jean. C'est de quoi il parle. Donc, d'autres questions? C'est peut-être pour ça que le porc est féminin. Mais en français, il n'est pas féminin, donc ça Non, dépend des je langues. sais bien, mais il y a un rapport entre petite truie et la femme. Oui. La truie, c'est pas fort. Hein. Si, C'est pareil. Oui, c'est le féminin. C'est le féminin du corps. C'est la Justement. truie. Mais, C'est pas pareil. c'est pas pareil. C'est un excès. La truie, c'est un excès. Le porc, ça modère. Ça modère parce que la truie rappellerait le littéral de tout ce que les gens essayent de faire. Et donc, ils n'élèvent pas des truies pour les détruire. Et ils élèvent des porcs qui ont des vulves, des porcs castrés donc. Ah oui, Ah très oui. bien, oui. Oui. Ouais. Ah, c'est ça. Comme des conduits, quoi, en fait. Ouais.
fruits ne sont pas nettoyés, donc pas de... Mais il trouve que c'est trop d'élever une truie. C'est trop, ça gâche la... Ça excède la culture. Oui. Voilà. La culture étant du côté du masculin. Ça gâche la métaphore, c'est trop. Élever une truie, c'est comme si on élevait une mère pour la tuer. Ah oui, donc, c'est c'est vrai. C'est la métaphore qui tient. Bon, de toute façon, je ne sais pas si moi, j'ai un faible pour la psychanalyse et l'analyse psychanalytique. Mais je ne sais pas si c'est en fait psychanalytique ou seulement du structuralisme. C'est structural. Après, ça deviendra analytique si ça passait dans l'inconscient. Après, tu peux inventer un mythe comme Freud a inventé un mythe, en disant voilà, ça s'est passé comme ça, depuis toujours. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, c'est pas vrai, c'est historiquement faux, tout ça est un grand bluff. Mais il n'empêche que le névrosé rêve de ça. Donc, étant donné que la psychanalyse s'appuie sur les données essentiellement des névrosés, pas seulement, mais surtout, c'est-à-dire Freud lui-même, hein, et donc il a dit voilà, ce qui vaut pour un vaut pour tous, et ça s'est passé comme ça. Alors il y avait d'autres textes à l'époque. C'est un mythe qui fonctionne pas mal quand même. Hein. Oui, ça fonctionne. Parce que après le repas totémique, après qu'on ait mangé, il reste les poils, les dents, ça fait des reliques. Hein. Oui, non mais ouais, tu penses à quoi? Je pense à la religion catholique. Oui, c'est ça. Et c'est une interprétation, enfin la question c'est est-ce que c'est analytique ou pas? Bon, c'est un rituel, un autre rituel, avec une solution, une autre solution. Les reliques, c'est pour la culpabilité, hein, c'est clair. Oui, non mais... La culpabilité du meurtre du père. Non mais la question de Catherine, c'est est-ce qu'au fond elle peut présenter ça, enfin peut-être, je ne sais pas, comme dans le champ analytique, parce que tout ça c'est du structuralisme bien fait, précis, lévi-straussien. Moi, je suis évidemment éminemment favorable à ça. La question c'est que c'est pas pour que ce soit analytique, il faudrait que ça rende compte de symptômes analytiques ou d'organisation sociale qui seraient expliqués par ce qui est le rituel en question. Est-ce que c'est un symptôme, hein? Les rituels Oui, comme le symptôme. Et les lapsus d'ailleurs. Voilà, oui. Donc, voilà, je pense que c'est... je veux dire, il n'y a pas le répondant, c'est pas qu'il y a le père mort d'un côté en Occident, dans des coins, etc. Et puis de l'autre côté, il y a des systèmes matrilinéaires où effectivement il y aurait la mort de la mère. Parce que bon, bêtement, on pourrait dire ça, au fond, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit des paresseux, c'est de dire, oui, bon, mais allez, voilà, or, il y aurait, donc dans ce cas-là, il aurait été possible qu'il y ait la constitution de société matriarcale, ce qu'on sait qui est faux. Voilà. Donc il n'y a pas de société matriarcale, donc il n'y a pas de meurtre de la mère, et il n'y a pas d'idéalisation de la mère dans l'inconscient. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais des ressorts de la mère, de l'idéalisation de la mère. Par contre, des ressorts de l'idéalisation du père, là, effectivement, la religion catholique est... C'était la bagarre avec Assoun. Oui, c'est ça, bah oui. On n'en il y a que lui qui a vu. J'ai pensé aussi à lui. Mais oui, forcément. Quoi? On a pensé On a à Assoun. pensé à Assoun, il fallait l'inviter. Non, on a pensé à Assoun. Ah oui, non, mais vous pouvez penser à ce que vous voulez. Il n'y a pas. Ouais, c'est comme ça. Il n'y en a pas. Alors, on peut toujours raconter ce qu'on veut. La seule, l'idéal du féminin, c'est la Vierge, Artémis. Voilà. C'est pas, et Artémis, Freud l'a pris pour une mère. Voilà, par erreur. Enfin, on peut dire que bon, Freud peut se tromper, puisque évidemment, il n'avait pas les données qu'ont aujourd'hui
psychologue. Donc, Freud pouvait se tromper. Aujourd'hui, les psychanalystes qui continuent de développer ça, se leurrent. Et donc, toute leur clinique du féminin est fausse, voilà, tout simplement fausse. Mais il a commencé par la faim, Freud. Il a commencé par la loi, par les repas, pour arriver dans le temps. Et quand j'ai proposé comme bibliographie le livre de Gardiner, c'était parce que c'était Gardiner, en tant que patient de Freud, qui est allé le voir, lui dire « Mais c'est quoi cette histoire du meurtre du père pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi? Où vous l'avez trouvé ça? Pourquoi ?» Il dit « Ah non, c'était un jour, c'était un après-midi de pluie que j'ai pensé à ça. » Et donc, ça c'était là. Quand il avait perdu son père. Ah, voilà. Ah non, ça c'est pas dit dans le... Ah non, mais c'est ce qui s'est passé. Bon, Freud, il a inventé. Oui. Donc les analystes, les analystes qui parlent de manière sérieuse, ils parlent d'eux. C'est à peu près ce qu'on connaît, plus ou moins bien. Donc Freud avait perdu son père, et voilà, pareil, la question de l'œuvre du père. Bon, oui. Oui, comme tu expliques que c'est un rituel qui conduit les jeunes hommes à accéder à la culture, à se défaire peut-être de la mère et à peut-être accéder au mariage, du coup, qui dans cet endroit-là conduit à aller dans la maison de l'épouse ou la maison de la mère de l'épouse ou avec la mère de l'épouse. Est-ce que c'est pas en lien simplement le fait qu'il y ait une sorte de renoncement à la mère au moment où ils vont ensuite accéder, voilà, où le plus habile ou le plus éloquent va finir par accéder à une maison dans laquelle il y a une mère? Est-ce que c'est pas simplement un une belle-mère, oui, des belles-mères, une belle-mère, un temps qui montre qu'ils renoncent à la mère, à leur propre mère, aux mères, pour aller trouver l'autre, pour aller trouver la femme. Et oui, j'ai jamais pensé à ça, mais de toute façon, comment un homme dans cette société peut devenir époux et père de famille? Quel est l'exemple? Enfin, je veux dire, il part d'un giron, mère, sœur, etc. Au moment où sa sœur va être mariée, ils déménagent tous ensemble, mère, père, fils célibataire, aller louer à côté ou s'ils ont le moyen pour lui laisser. Et lui, enfin l'homme, l'ego, quand l'ego est mal, il laisse tout ça aller jouer à l'époux ailleurs. Une histoire qui m'a été racontée, c'était que donc un tel berger, marié chez sa femme, quand il venait de pâturage, et l'humour c'est sur ça, l'exagération est sur ça, il restait une semaine chez sa mère avant d'aller, avant de rentrer chez lui, chez sa. Et puis quelqu'un. Sa belle-mère. Non, oui, c'est chez sa femme. Et chez sa femme. Belle-mère, en fait. Oui, mais la belle-mère, elle est là, surtout quand elle est veuve. Oui, c'est ça. Quand elle n'est pas veuve, elle est avec son mari et le reste de ses enfants ailleurs. Non, parce que c'est les biens quand même qui se transmettent par les filles. Oui. C'est ça qui est au-delà du monde. C'est ça qui donne un peu de corps à... Ben oui. L'échange des biens se fait entre femmes. Oui, et les enfants sont les enfants, dans l'imaginaire, sont les enfants des femmes. Il y a le problème du fils, il y a toujours le problème du fils, parce que comment le fils peut appartenir à la lignée du père dans les biens symboliques, dans les biens, oui, mais c'est difficile pour les mères, de laisser ça. Et une histoire qui m'a beaucoup émue,
une femme avait perdu un fils et son mari était à côté d'elle quand sa sœur à lui avait perdu un fils. Et lui, il pleurait toute la nuit et sa femme lui dit « Arrête, tu n'as pas honte de moi, un peu de respect. Moi qui ai perdu aussi un fils. » Et lui de dire « C'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose ton fils à toi avec le fils de ma sœur. » Donc il pleurait bien, il pleurait. Ouais. Non, mais l'histoire du fils, c'est vraiment, dans cette société-là, l'histoire du fils, d'un garçon qui est fils. Non, mais les noms, c'est quand même, allez, on va dire le nom de famille. Ça reste le nom du père. Du père. Du père. Voilà. Mais là, donc, oui. Comment tu t'écris? Bon, je m'écris, et donc, ah bon, je croyais parce que ton frère porte un nom de famille. Ah non, ça, c'est le nom par lequel on l'appelle. Alors, c'est le nom de famille du père maternel qui est devenu un prénom pour lui. Ah oui, oui, oui. Donc, tu as deux frères dans une même famille. Oui, d'accord. Un Giorgos Papadopoulos et l'autre s'appelle Dimitris. Personne ne l'appelle Dimitris et tout le monde l'appelle Giorgopoulos. Donc, tu as Giorgos et Giorgopoulos. Et donc, tu dis à Giorgos, ah, ton nom de famille n'est pas Giorgopoulos. Pourquoi ton frère? Ah non, c'est pas un nom de famille, ça, c'est son nom. Alors, et c'est ça, c'est une tension énorme. Une tension énorme entre deux descendances. Alors là, il s'agit du fils cadet, bien sûr, qui appartient à la mère, qui appartient à la lignée de la mère, et qui a le droit de lui donner le prénom de son père à elle. Mais elle n'est pas contente, elle n'est pas contente avec le prénom. Et donc, elle lui jette le nom de famille comme prénom. Là, j'ai écrit un truc, les mères folles, qui appellent leur fils du nom de famille de leur père, et qu'au cas de migration à Athènes, bien sûr, il y a un problème. Attends, explique ça. J'explique parce que... T'as des mères folles. Moi, j'ai dit que c'était des mères folles. C'était des mères folles. C'était pas attesté. Un sous-chapitre des mères folles qui, par exemple, il y avait une mère dont le nom de famille était Kabouri, Bossu. Bon, Bossu. Elle a été mariée avec quelqu'un qui ne s'appelait pas Bossu. Heureusement, pour elle et pour les enfants, pas pour le fils cadet. Alors, elle sortait à la fenêtre, elle l'appelait Bossu, Bossu. Et moi, je dis, mais pourquoi elle l'appelle Bossu? Devant tout le monde. De l'appeler Bossu clandestinement, ça allait. Mais ouvrir la fenêtre et l'appeler Bossu, elle dit, non, c'est pas une injure, c'est son nom de famille. Mais oui, mais pas le nom de famille de son fils. Si, non, c'est son prénom à lui. Donc, il n'y avait pas d'échappatoire pour le... Donc, comment ne pas vouloir la dire? Oui, non, mais je suis assez d'accord pour régler la question définitive des mères. Mais enfin, elles sont quand même utiles. Parce qu'à la fin, là, on voit que les femmes veulent de moins en moins être mères. Bon, c'est pas pour rien non plus. Donc, c'est quand même ça l'avenir de l'humanité. C'est qu'il y ait de moins en moins de mères. Donc, c'est comme ça. Même les femmes ne veulent plus être des mères. Bon, c'est quand même... Là, on est dans une modification morphologique des sociétés. Là, on n'est pas... Les circonstances ne sont pas favorables. C'est ça, oui. Non, mais quelles que soient les circonstances, aujourd'hui, c'est comme ça. À part en Afrique subsaharienne. Quelles que soient les circonstances, c'est comme ça. C'est comme ça. On se reverra dans 10 ans pour voir s'il reste des mères par là. D'ici là, il faut les laisser tranquilles quand même. Laisser prospérer. Qu'elles fassent encore des enfants. Ça explique les rituels. Bon, très bien, merci beaucoup.